Il a traversé un siècle entier, pas comme spectateur, comme acteur, comme combattant, comme bâtisseur. Et ce jour-là, quand le président de la République du Sénégal s'est levé pour lui rendre hommage devant les caméras du monde entier, quelque chose s'est passé que personne n'avait vraiment anticipé. Un homme de 100 ans, assis dans la salle, a reçu les mots d'un homme qu'il avait lui-même combattu politiquement. Et les deux ont pleuré. Mais avant d'aller là, avant de comprendre ce que cette scène dit vraiment du Sénégal, de l'Afrique et du temps qui passe, il faut remonter. Il faut remonter au début. Il faut comprendre qui était vraiment Abdoulaye Wade avant qu'il devienne une légende. Parce que le problème avec les centenaires, c'est qu'on célèbre le chiffre et qu'on oublie le sang. On applaudit les 100 ans et on ne parle plus des nuits d'emprisonnement, des années passées dans l'opposition quand personne ne croyait qu'il gagnerait un jour, des discours prononcés dans des salles vides, des trahisons encaissées sans jamais renier ses convictions. 100 ans de vie, c'est aussi 100 ans de cicatrices. Et ces cicatrices-là, elles ont façonné une nation tout entière. Ce qui s'est passé le jour du centenaire d'Abdoulaye Wade n'était pas juste une fête. C'était un moment de vérité politique rare. C'était la confrontation silencieuse entre le passé et le présent d'un pays qui cherche encore à se comprendre. Et pour saisir la profondeur de ce moment, il faut d'abord revenir sur l'homme lui-même, sur ce qu'il représente, sur ce que sa vie dit à chaque Sénégalais, à chaque Africain, à chaque être humain qui croit que la persévérance a un sens. Abdoulaye Wade est né à une époque où l'Afrique n'existait pas encore sur les cartes de l'indépendance. Le continent était encore colonisé, encore tenu sous une tutelle que ses enfants n'avaient pas choisie. Grandir dans ce contexte, c'est grandir avec une conscience double, celle d'appartenir à un peuple fier et celle de voir ce peuple traité comme une propriété. Ce paradoxe-là, il ne l'a jamais oublié. Et c'est ce paradoxe qui a alimenté toute sa vie politique. Il a étudié, avec une intensité que ceux qui le côtoyaient décrivaient comme presque effrayante. Le droit, la philosophie, l'économie. Il voulait comprendre les mécanismes du pouvoir pour mieux les retourner. Il voulait maîtriser les outils de ceux qui dominaient pour construire quelque chose de différent. Un avocat dont la robe, dit-on, défiait les puissants. Cette image n'est pas rhétorique. C'est littéralement ce qui s'est passé. Avant d'être président, avant même d'être un opposant célèbre, il était cet homme qui défendait les oubliés, qui prenait des dossiers que personne ne voulait toucher, qui osait plaider contre l'establishment dans des tribunaux où l'issue semblait écrite d'avance. Et puis il est entré en politique. Et là, quelque chose s'est fracassé. Parce qu'entrer en politique au Sénégal dans les années qui ont suivi l'indépendance, c'était affronter un système déjà en place, déjà confortable, déjà décidé à ne laisser de place à personne d'autre. Le Parti socialiste avait pris les commandes et n'entendait pas les lâcher. Wade a créé le Parti démocratique sénégalais. Il a commencé à parler, à convaincre, à réunir autour de lui des gens qui croyaient que quelque chose de différent était possible. Mais voilà ce que les histoires officielles ne racontent pas toujours. Les défaites répétées. L'élection de 1978, perdue. L'élection de 1983, perdue. Celle de 1988, perdue dans des circonstances qui ont failli embraser le pays. Il a été arrêté, emprisonné, accusé de troubler l'ordre public. Et là, dans une cellule, à un âge où beaucoup auraient dit que c'était fini, que la résistance avait ses limites, il a écrit une lettre à son fils. Cette lettre, dit son fils lui-même, est malheureusement perdue, aujourd'hui. Mais pas le message. Le message, lui, a traversé le temps. Il lui expliquait le sens de son engagement. Il lui disait que chaque Sénégalais était comme l'un de ses propres enfants. Que se battre pour eux, c'était une mission, pas un choix. Voilà le cœur de l'homme. Pas le président, pas le bâtisseur, pas le tribun. L'homme. Celui qui, dans une prison, en pleine nuit, prenait le temps d'écrire à son fils pour lui expliquer pourquoi il continuait. Pourquoi il refusait de se taire. Pourquoi il croyait que le Sénégal méritait de mieux. Et le Sénégal a fini par le croire aussi. En l'an 2000, après 26 ans d'opposition, après 5 tentatives à la présidentielle, après des arrestations, des procès, des campagnes menées avec des moyens dérisoires face à un pouvoir en place qui contrôlait tout, Wade a gagné. Il a gagné dans un tournant historique que les analystes appellent encore aujourd'hui la première alternance démocratique de l'Afrique de l'Ouest dans un pays sans violence. Un président en exercice a reconnu sa défaite, et Wade est arrivé au pouvoir. Ce qui s'est passé ensuite est plus complexe, plus humain aussi. Parce que les hommes qui passent 26 ans dans l'opposition ne sont pas préparés au pouvoir de la même façon que ceux qui y sont nés. Et Wade, président, n'était pas le même homme que Wade, opposant. Mais il y avait une continuité, une obsession. Ce pays méritait de voir grand. Ce pays avait le droit à sa part de beauté. Ce sont ses propres mots, rapportés par ceux qui l'ont entendu, paraphrasés ici pour en garder l'essence. Et c'est de là qu'est née cette idée monumentale qui a divisé les Sénégalais, qui a fait couler de l'encre dans les journaux du monde entier, qui a suscité des débats philosophiques sur le sens de la souveraineté culturelle, de la fierté africaine, du droit à la grandeur. Le monument de la Renaissance africaine.
une statue de 52 mètres de haut dressée sur une colline de Dakar, regardant l'océan Atlantique du côté de l'Occident, montrant un homme, une femme et un enfant levés vers l'avenir. La polémique a été immédiate et féroce. Les uns disaient que c'était une dépense inconsidérée dans un pays pauvre. D'autres que la silhouette de la statue ne correspondait pas au canon esthétique sénégalais. Des voix religieuses ont questionné la représentation de l'être humain à cette échelle. Et puis il y avait ceux, nombreux aussi, qui voyaient dans ce monument exactement ce que Wade voulait qu'on y voie. La preuve qu'un peuple africain pouvait rêver en grand, qu'on n'était pas condamné à n'être que la périphérie du monde. Les grandes œuvres divisent toujours en leur temps. C'est le destin des bâtisseurs que de précéder le goût de leur époque. Cette phrase, prononcée lors de la célébration de son centenaire, sonnait comme une réhabilitation. Une façon de dire. Le temps lui a peut-être donné raison. Pas sur tout, pas sur chaque décision, mais sur cette conviction fondamentale que l'Afrique avait le droit d'exister autrement que dans la misère ou dans la nostalgie. Au-delà du monument, il y a les routes. Les autoroutes à péage qui ont changé le visage de Dakar, les infrastructures universitaires, les projets d'électrification. Wade avait une vision de développement physique, concret, visible. Il voulait qu'on voie ce qui avait été construit, que les générations qui viendraient après lui puissent pointer quelque chose sur la carte et dire « ça, c'est là que nous avons décidé de ne plus être petits ». Mais le pouvoir a aussi ses illusions, et Wade n'a pas échappé à toutes. La question de la succession, en particulier, a été l'une des plus douloureuses. Les accusations de vouloir imposer son fils comme héritier politique ont fragilisé une partie de sa légitimité. La fin de son second mandat a été marquée par des tensions, des manifestations, une jeunesse qui voulait du changement. Et en 2012, il a perdu. Il a perdu contre Macky Sall, qui était lui-même un ancien proche. Et cette défaite-là a été d'une autre nature que les précédentes. Parce que perdre face à un système qui vous opprime, c'est presque glorieux. Mais perdre face à quelqu'un que vous avez formé, que vous avez promu, c'est une douleur d'une autre texture. Wade est parti. Il a quitté le pouvoir. Certains disaient qu'il ne reviendrait jamais vraiment sur la scène. Et pourtant, le Sénégal continue de porter sa marque. Pas seulement dans les bétons et les routes, dans la façon dont les Sénégalais parlent de la politique, dans la façon dont ils débattent, dans l'idée, profondément enracinée maintenant, qu'un opposant peut gagner, que l'alternance est possible, que la démocratie n'est pas un mot importé, mais quelque chose qui peut vivre, palpiter, résister ici, sur cette terre d'Afrique de l'Ouest. Revenons à ce 4 juin. À la salle où les discours se succèdent, le président Bassirou Diomaye Faye est là. Pas parce que le protocole l'exige simplement. Il est là parce qu'il a choisi d'être là. Il a placé cette célébration sous son haut patronage. Et ce geste-là, comme l'a dit la famille de Wade, dépasse la simple courtoisie protocolaire. C'est un acte politique. C'est la reconnaissance que l'histoire d'un pays ne s'écrit pas en effaçant ceux qui l'ont précédé. C'est la preuve que la maturité démocratique sénégalaise n'est pas un mythe. Quand le président Faye prend la parole pour rendre hommage à Wade, il y a dans ses mots une sincérité qui tranche avec le langage habituel des discours officiels. Il parle de lui comme d'une présence ancienne vers laquelle l'esprit se tourne dans les moments de solitude du pouvoir. Il dit que ce n'est pas pour les réponses que Wade aurait données, car chaque époque a les siennes. C'est pour cette façon de ne jamais désespérer. Du Sénégal. D'un compagnon qui se perd dans l'amertume et dans la haine. Ces mots-là, prononcés dans une salle officielle, devant des caméras, devant des dignitaires, ils ont résonné d'une façon particulière. Parce qu'ils disaient quelque chose que les politiques n'osent pas toujours dire, que gouverner, c'est une solitude, que dans cette solitude, on cherche des figures qui ont tenu, qui ont continué d'aimer malgré les épreuves, et que Wade, pour Faye, est de celle-là. Il y a dans cette image quelque chose de profondément africain, au sens le plus noble du terme. Le respect de l'aîné, la reconnaissance de la dette envers ceux qui ont creusé le chemin. Mais il y a aussi quelque chose d'universel, l'humilité de celui qui est au sommet devant celui qui a été au sommet avant lui. La conscience que le pouvoir est un passage, pas une propriété. Ce que Bassirou Diomaye Faye a dit ce jour-là mérite d'être retenu. Pas parce que c'est beau, même si ça l'est, mais parce que ça dit quelque chose sur la trajectoire du Sénégal. Un pays qui a connu des crises, des tensions, des moments où l'on a cru que la démocratie allait s'effondrer et qui continue malgré tout de produire ce genre de choses. Un ancien président qui fête ses 100 ans. Un président en exercice qui vient s'incliner. Une famille qui pleure de gratitude. Un peuple qui regarde. Et puis il y a les enfants de la case des tout-petits. Ces enfants qui ont chanté l'hymne de la Renaissance africaine, ce chant que Wade lui-même avait commandé en l'an 2000 comme une invitation à rêver. Les voir chanter ça, dans cette salle, c'est voir le cercle se fermer. C'est voir une vision qui avait commencé dans la tête d'un homme et qui a fini par entrer dans la gorge des enfants d'un pays tout entier. Wade a 100 ans. Il n'était plus l'opposant fougueux. Il n'est plus le président bâtisseur, il est quelque chose de plus rare. Il est devenu une mémoire vivante. Un homme en qui une nation entière peut regarder son propre passé. Et dans ce passé, trouver des leçons pour son présent. La patience est une force, pas une faiblesse.
Voilà ce que sa vie dit à ceux qui ont 20 ans aujourd'hui et qui croient que parce que ça ne marche pas maintenant, ça ne marchera jamais. Il a attendu 26 ans. Et il a gagné. On peut perdre longtemps sans être vaincu. Combien d'Africains, combien de jeunes Sénégalais, combien d'entrepreneurs, d'artistes, d'activistes ont besoin d'entendre ça aujourd'hui? Que la défaite n'est pas la fin. Que la défaite est parfois le chemin. L'adversaire d'un jour n'est pas un ennemi. Il peut même devenir le partenaire du lendemain. Dans un continent où les divisions politiques deviennent parfois des haines familiales, où les batailles électorales laissent des cicatrices qui durent des générations, cette leçon-là est peut-être la plus précieuse. Aucune querelle, si vive soit-elle, ne mérite qu'on déchire le pays. Le Sénégal a frôlé des précipices. Pas une fois, plusieurs fois. Et à chaque fois, quelque chose a tenu. Un tissu invisible mais résistant, fait de culture, de religion, de tradition orale, de griots et de sages et de vieillards qui rappellent aux jeunes que les ancêtres ont vu pire et ont survécu. Wade est de cette tradition-là, pas malgré sa modernité, à travers elle. Un homme qui était avocat, docteur en droit, qui avait étudié en Europe, qui connaissait Hegel et Frantz Fanon aussi bien que les griots de son village, et qui avait compris que la vraie puissance vient de cette synthèse. Pas du rejet de l'un au profit de l'autre, mais de l'intégration des deux. Et c'est pour ça que son centenaire n'était pas juste un anniversaire de famille. C'était une leçon d'histoire, vivante, incarnée. Prononcée non pas par des historiens dans des livres, mais par un homme assis dans un fauteuil, à 100 ans, qui a souri quand le président en exercice lui a dit que sa présence l'avait aidé à tenir bon. Il reste dans cette salle quelque chose qui ne peut pas être filmé. Un sentiment. Une densité particulière que les Sénégalais qui y étaient reconnaissent sans pouvoir tout à fait la nommer. Cette conscience partagée d'assister à quelque chose qui ne reviendra pas. Qu'un homme qui a vécu un siècle entier et qui a touché cette histoire est encore là, parmi eux, respirant le même air. 100 ans. Un siècle. C'est le temps qu'il a fallu pour que l'Afrique passe de la colonisation à ses premières indépendances, de ses premières indépendances à ses premières alternances démocratiques, de ces alternances à la génération nouvelle qui arrive au pouvoir maintenant, avec d'autres outils, d'autres langages, d'autres urgences. Et Wade a vu tout ça. Il a participé à tout ça. Il a façonné une partie de tout ça. C'est pour ça qu'on a célébré ses 100 ans. Pas pour le chiffre, pour ce que le chiffre contient. Pour toutes les batailles, tous les emprisonnements, toutes les victoires, tous les échecs, toutes les nuits où il a dû se demander si ça valait vraiment la peine, et tous les matins où il s'est levé et a recommencé. Parce que c'est ça la leçon finale. La leçon qu'aucun manuel ne peut enseigner. On la reçoit humblement de ceux qui ont servi la nation avant nous et qui l'ont fait grandir. Et ce jour-là, le Sénégal tout entier l'a reçu. Mais il y a une autre histoire parallèle qui s'est écrite presque au même moment. Une histoire qui n'est pas dans la même salle, mais qui parle du même pays, du même continent, du même avenir que Wade appelait de ses vœux depuis des décennies. L'histoire d'Ousmane Sonko, son successeur politique, dans un sens très indirect mais réel, qui a pris la parole devant l'Union parlementaire africaine à Dakar. Et ce qu'il a dit là, ce que son représentant a porté dans cette salle, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un discours de façade. C'est une vision. Et cette vision mérite qu'on s'y attarde. C'est exactement ce qu'on va faire dans la deuxième partie. Parce que ce que Sonko incarne aujourd'hui, ce que sa présidence de l'Assemblée nationale représente pour la géopolitique africaine, pour la question de la diplomatie parlementaire, pour l'idée d'une Afrique qui parle d'une seule voix unie et souveraine, ça ne peut pas être résumé en quelques secondes. Il faut aller au fond. Il faut comprendre pourquoi cette 85e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine qui s'est tenue à Dakar n'est pas un simple événement protocolaire. C'est un signal, peut-être même un tournant. Et ce tournant-là, on vous l'explique juste après. Ne partez pas. Ce qui relie Wade à Sonko, ce n'est pas une alliance politique, ce n'est pas une complicité idéologique directe, c'est quelque chose de plus profond. C'est cette conviction partagée, à travers deux générations différentes, dans deux contextes historiques complètement différents, que l'Afrique doit être maîtresse de son destin, que le continent ne peut pas continuer à tendre la main, qu'il faut se lever, qu'il faut construire, qu'il faut parler fort, parler vrai, parler ensemble. Wade le disait à sa façon, avec ses outils, dans son contexte. Sonko le dit à sa façon, avec les siens, dans un monde très différent. Un monde où la multipolarité recompose les équilibres, où les alliances traditionnelles se fissurent, où l'Afrique dispose d'une marge de manœuvre qu'elle n'avait pas il y a 20 ans, mais seulement si elle sait la saisir, seulement si elle sait se coordonner, seulement si ses parlements, ses institutions, ses leaders apprennent à parler d'une seule voix. Et c'est précisément là que la deuxième histoire commence. Dans une salle de conférence à Dakar, devant des parlementaires venus de tout le continent africain, où le représentant de Sonko a porté une parole qui n'était pas de façade, une parole de rupture et de vision. Ce que ça signifie concrètement, ce que ça change pour l'Afrique, ce que ça dit du Sénégal de Faye et Sonko, et ce que ça préfigure pour les prochaines années, c'est la suite. Et la suite, vous ne voulez pas la manquer.